Bonsoir et bienvenue dans BBC Info, voici le sommaire de ce journal. Plus de 120 Sud-Africains ont été rapatriés de Wuhan. Cette initiative du gouvernement suscite de nombreuses critiques dans le pays qui compte 16 cas de coronavirus. Et alors que le monde entier intensifie ses efforts pour lutter contre le coronavirus, reportage exclusif au cœur de la ville fantôme de Wuhan, le point de départ de l'épidémie. La pandémie du coronavirus qui jette aussi le froid sur tous les secteurs économiques et en Égypte, elle menace de replonger le tourisme dans le marasme. Après le Maroc et l'Algérie, l'Afrique du Sud a rapatrié ses ressortissants bloqués à Wuhan. 122 Sud-Africains qui seront mis en quarantaine dans la province de Limpopo, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le président Cyril Ramaphosa a félicité l'équipe de rapatriement et les membres d'équipage de la South African Airwaves, mais de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer cette mission. De son côté, Zweli Mkhize, le ministre de la Santé, se veut rassurant, mais l'inquiétude grandit car ce sont maintenant les 3 principales provinces sud-africaines qui sont touchées avec 16 cas au total. Il n'y a pas de coronavirus que nous amenons ici, mais le coronavirus va arriver que nous le voulions ou pas, et nous devons juste être vigilants pour savoir comment réduire les ravages du virus. Cette mission est irréprochable. Il s'agit d'une mission humanitaire, il s'agit de sauver des Sud-Africains et de les ramener ici, mais pas parce qu'ils ont été maltraités, malades là-bas. Ils ont juste demandé à rentrer chez eux. Est-ce un péché? Le vrai combat qui nous attend est celui qui consiste à essayer de réduire le nombre d'infections, de briser le cycle de la propagation du virus, de s'assurer que les malades se rétablissent et que les Sud-Africains puissent regarder en arrière et dire « Il y avait un virus, mais nous avons survécu, nous l'avons vaincu ». Et alors que les pays du monde entier imposent des restrictions pour stopper la pandémie, la propagation du virus connaît un ralentissement en Chine. Seulement 8 nouveaux cas ont été signalés durant les dernières 24 heures. Souvenez-vous, en janvier, les autorités avaient mis toute la ville de Wuhan en quarantaine, mais désormais, elles considèrent le pire derrière elles. Mais comment les Chinois vivent-ils cette situation ? Comment survivre aussi longtemps en confinement? La BBC a obtenu des images exclusives de Wuhan, le point de départ de la pandémie. Marina Darras. Voici à quoi ressemble la vie dans une ville sous cloche. 2 cinéastes de Wuhan ont filmé leur vie quotidienne pour montrer au monde entier l'impact de leur quarantaine. Ils ont partagé leurs images en exclusivité avec la BBC. Le premier, Tai Kai-hai, lui et sa femme Li Ting, qui est infirmière, vivent dans le centre-ville. Il décrit le moment qu'il redoutait le plus. Elle m'a dit qu'elle l'avait. J'ai tout de suite compris ce que cela signifiait. Avec sa femme infectée qui reste à la maison, Tai doit être très prudent. Mais ce n'est pas toujours facile. Chérie, je rentre. Je t'ai dit de ne pas rentrer. Ok, d'accord. Je sors maintenant. Chérie, la soupe au poulet est prête pour toi. Après quelques jours, l'état de Li s'aggrave. Ne pleure pas. Ne t'approche pas de moi. Près de 2 semaines plus tard, Li est finalement admise à l'hôpital et c'est là que les choses commencent à changer. Comment tu te sens aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est juste psychologique, mais je sens que je vais bientôt m'en remettre. Li s'est effectivement rétabli et s'apprête à quitter l'hôpital. Lin Wenhao est un autre cinéaste. Il a un permis spécial pour travailler comme chauffeur bénévole. Il se met en danger pour ceux qui sont dans le besoin. Ce médicament, c'est pour qui? Mon mari. Il est contaminé? Il est gravement malade. Regardez le résultat du précédent scanner. Toutes ces zones blanches sont des traces d'infection.
Mon Dieu, il a été infecté au travail à l'hôpital? Oui, il travaille en ambulatoire. Son mari est gravement malade. Elle est très courageuse. Lin doit lui aussi payer un prix personnel pour cette quarantaine. Ma sœur se marie aujourd'hui. Nous avions prévu d'assister à son mariage en Australie, mais nous n'avons pas pu venir à cause de l'épidémie. Le pic est peut-être passé en Chine, mais le reste du monde commence à peine à se confronter à l'idée de l'enfermement longue durée. Et très bientôt, de telles histoires ne seront plus spécifiques à Wuhan. Le bilan du nouveau coronavirus dépasse les 5000 morts dans le monde, la majorité en Chine continentale. Depuis l'apparition du virus en décembre, près de 140 000 personnes ont été contaminées dans 121 pays et territoires. Plus de la moitié des patients ont été guéris. On compte aujourd'hui en Afrique 17 pays touchés. Dernier en date le Kenya, le Ghana, le Gabon, mais aussi la Guinée et l'Éthiopie. Je vous propose désormais d'écouter la directrice régionale de l'OMS sur le continent. Elle s'est exprimée dans l'émission Focus on Africa de la BBC. Je pense que nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Ce faible nombre de cas nous donne simplement l'occasion de renforcer notre niveau de préparation dans nos pays et nous essayons nous-mêmes de comprendre pourquoi nous voyons si peu de cas par rapport à d'autres parties du monde et un nombre similaire à l'Amérique du Sud. Nous sommes généralement très préoccupés par les performances de l'état de nos systèmes de santé en Afrique, car on sait qu'ils manquent ou présentent des lacunes en matière de ressources humaines, d'infrastructures de santé et de ressources financières. Cela nous a donc amené à l'OMS à souligner dès le début de l'épidémie la nécessité de se préparer, et la réponse a été très favorable de la part de nos États membres. Au début, nous n'avions que 2 laboratoires capables de détecter le coronavirus. Aujourd'hui, nous avons 39 pays capables de le diagnostiquer. Pourriez-vous nous parler de ces 2 mythes qui circulent sur le continent? Le premier est le climat chaud et le second est la génétique qui ferait que les populations africaines ont moins de chances de transmettre le virus? Eh bien, je peux dire que ce dernier point est absolument faux. Après le climat chaud, nous devons comprendre quels sont les schémas saisonniers de la propagation des autres types de coronavirus. L'impact économique dû au coronavirus évalue déjà une vingtaine de milliards d'euros dans l'industrie du tourisme et du divertissement. Partout dans le monde, tour opérateurs et hôteliers s'inquiètent de la soudaine baisse de fréquentation des grands sites. En Égypte, par exemple, le secteur touristique qui se remettait de plusieurs années de marasme est de nouveau menacé. Illustration à Luxor où les visiteurs inspirent désormais la méfiance. Pierre-Antoine Denis. Le temple Karnak ou la vieille forteresse. Le complexe, situé sur la rive est du Nil à Luxor en Haute-Égypte, témoigne de l'ingéniosité de ces bâtisseurs de l'Antiquité. Construit sur une période de 500 ans, avec la contribution d'environ 30 pharaons, le temple est l'un des joyaux touristiques de l'Égypte. Il est l'un des attraits pour les quelques 8 millions de personnes qui visitent l'Égypte chaque année, contribuant aux quelques 7 milliards de dollars en revenus touristiques annuels que réalise le Caire. Mais la menace du coronavirus se ressent ici, faisant planer un ombrage sur un secteur aussi important. Honnêtement, le coronavirus commence à me faire flipper un peu. Nous avons entendu les informations, nous avons entendu un peu partout. Parfois, même les locaux, je pense qu'ils ne m'approchent pas autant parce qu'ils pensent que j'ai le virus. Y compris parfois les enfants qui font... Je me permets d'en rire, mais parfois ça me fait peur. En revanche, ça ne m'a pas donné envie de ne pas venir ici. L'Égypte est l'un des pays les plus touchés par le virus sur le continent. Le nombre de cas recensés dans le pays a franchi la barre des 50, et le premier décès dans le pays était celui d'un touriste allemand de 60 ans. Après le marasme de plusieurs années qui a frappé le secteur touristique en raison de l'instabilité née de la révolution du jasmin, l'Égypte avait multiplié les efforts pour attirer les visiteurs.
Toutefois, avec le coronavirus, le visiteur est perçu comme un vecteur potentiel de propagation. Conséquence, même les premiers professionnels du secteur optent pour la prudence. C'est une question de vie ou de mort, c'est un problème de sécurité nationale. Et il faut faire confiance aux autorités. Elles connaissent les problèmes qui se posent à nous. Il est trop tôt pour tirer une conclusion sur l'impact de la pandémie sur le tourisme en Égypte. Mais les mesures de restriction sur les voyages vont forcément entraîner un manque à gagner pour le secteur. Et en France, vendredi était le dernier jour avant la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre. C'est l'une des mesures annoncées par le président Emmanuel Macron dans le cadre de la stratégie de son gouvernement pour contenir le coronavirus. Parmi ces mesures, il faut noter l'interdiction des rassemblements publics de plus de 100 personnes. Pour le chef de l'État français, la gravité de la situation justifie toutes ces mesures exceptionnelles. Écoutez. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Et les conséquences sont énormes au niveau du sport. Le football anglais et écossais est suspendu, Emmanuel Coste. Oui, tout à fait, Myriam. Le foot anglais et écossais donc en veilleuse pendant 3 semaines jusqu'au 3 avril. Ainsi en ont décidé ce matin les fédérations anglaises et écossaises. Pour tout le football professionnel, le football amateur au niveau des jeunes, ça continue, mais tout le foot professionnel est en veilleuse. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, par exemple en Angleterre, de match de Premier League jusqu'au 3 avril. Et franchement, c'est une décision à laquelle on s'attendait, surtout après la nouvelle selon laquelle Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, a été testé positif au coronavirus. La nouvelle selon laquelle Hudson-Odoi, l'un des attaquants de Chelsea, a été lui aussi testé positif. 3 joueurs de Leicester City, eux, se sont mis en quarantaine par mesure de précaution. Au niveau européen, l'UEFA a annoncé aujourd'hui même avoir reporté tous les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League qui étaient programmés pour la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'on en est au stade dans ces 2 épreuves des 8e de finale retour. Et évidemment, tous les matchs amicaux prévus durant la semaine internationale du 22 au 31 mars ont été également reportés, notamment les matchs amicaux de l'Angleterre face à l'Italie et face au Danemark, ce qui pose bien sûr une nouvelle fois la question de plus en plus évidente du report de l'Euro 2020 à l'an prochain peut-être. Et puis la Formule 1 touchée de plein fouet également. Après le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix de Chine, ce sont les Grands Prix du Bahreïn prévus pour le 22 mars et celui du Vietnam prévu pour le 5 avril qui ont été reportés. La saison de F1 devrait, au conditionnel bien sûr, démarrer le 1er mai prochain à Zandvoort avec le Grand Prix des Pays-Bas. Et puis puisqu'il me reste quelques secondes, au chapitre des reports, le Masters de golf, le premier tournoi majeur de l'année, il aurait dû se dérouler sur le parcours d'Augusta le mois prochain, reporté, de même que tous les matchs de la 5e et dernière journée du tournoi Destination de rugby. Le monde du sport international vole en éclats, Myriam. Merci Emmanuel Coste. Désormais, voici le reste de l'actualité en bref et en images. En Nouvelle-Zélande, un an jour pour jour, 51 fidèles ont été tués dans une fusillade et ont eu lieu dans 2 mosquées de Christchurch. La première ministre Jacinda Ardern a reconnu, malgré des changements dans le pays, qu'il reste beaucoup à faire pour combattre les suprémacistes blancs. En Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly sera candidat à la présidentielle du 31 octobre. L'actuel Premier ministre ivoirien a été désigné par son parti, le Rassemblement des Ofuétistes pour la démocratie et la paix, une semaine après l'annonce du président Ouattara de ne pas briguer sa propre succession. Et puis la conférence nationale interlibyenne se tiendra en juillet à Addis Abeba en Éthiopie. C'est la décision du groupe de contact de l'Union africaine présidé à Oyo, au Congo, par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Le but, résoudre le conflit en Libye par un dialogue interlybyen. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment RDC sur Aga TV. Demain, vous retrouverez l'ami Nourdine Kokobo pour BBC Echo et dimanche, Pierre-Antoine Denis dans BBC Hebdo. Bonne soirée à tous et à toutes et au revoir.